Bon, je voulais qu'on voit ces deux séquences pour commencer. La séquence des otages avec cette extraordinaire image du transfert de Gaza jusqu'au camion de la Croix-Rouge. Alors, je pense évidemment à nos amis d'Europe 1 qui nous écoutent. Je vais essayer Il y a beaucoup d'émotions dans ces images, donc évidemment il faudrait que nous nous taisions, mais puisque nous sommes également sur l'antenne d'Europe 1, on va voir ces images et je pourrais vous les commenter. Vous les avez vues hier, elles sont extrêmement impressionnantes et Vincent Hervé va pouvoir nous les décoder. Sans doute la présence des militaires, pas des militaires d'ailleurs de Gaza, comment on peut dire, des terroristes de Gaza, des combattants, des miliciens, oui. Des miliciens qui accompagnent ce transfert. Regardez ces images. Ils ont un bandeau vert. Oui, avec une rade de Coran, normalement, autour de la tête. Montre que ce ne sont pas simplement des miliciens, ce sont des islamistes, c'est pas simplement ce sont des djihadistes cagoulés, au visage dissimulé, parce qu'ils vont devoir courir vite, parce que la guerre n'est pas terminée. C'est une démonstration de force qui a été mise en scène par le Hamas, qui évidemment révèle à quel point la trêve telle qu'elle a été conclue est amère pour les Israéliens. Ils ont peut-être liquidé la moitié des 30 000 combattants que le Hamas prétendait avoir dans ses rangs, mais il en reste beaucoup. Et ces gens-là, vous voyez, font le V de la victoire. Les camions de ravitaillement entrent. Les otages sont relâchés en échange d'un maximum de détenus palestiniens. Et la trêve, et là, il y en a eu 3 de libérés. Tout le monde s'est réjoui hier soir. Les prochains, c'est samedi. Le samedi qui vient. Ça veut dire que pendant toute la semaine, vous avez une centaine de familles qui va prier pour que la trêve, tellement fragile, tienne au moins jusqu'à la fin de la semaine. Et ça va être comme ça pendant des mois. C'est une libération compte-gouttes, c'est un calvaire. C'est véritablement une épreuve, journée d'épreuve après épreuve. Et pendant ce temps-là, la réalité, parce que c'est la journée des dupes, cette victoire en factice, cette espèce de mise en scène, c'est la journée des dupes, évidemment. Parce que dans la réalité, les Palestiniens déplacés regagnent les camps qui ont été rasés. C'est Stalingrad en même temps. Il y a des coins de Gaza, ça ressemble vraiment à un paysage lunaire comme il y avait à Stalingrad après la bataille. Et donc, le défi, la vie des habitants reste extrêmement éprouvante pour une partie d'entre eux. Et rien n'est réglé sur le plan politique. Rien. Alors, la deuxième séquence, d'ailleurs, sur les otages libérés, le bébé, Kfir, n'est pas libéré. Il est encore en vie? Oui. A priori, non. A priori, non? Le Hamas avait dit non. On n'en sait rien. Alors, la deuxième image, qui est évidemment très forte, là aussi, je pense à nos amis d'Europe 1 qui nous écoutent, et il faudrait ne rien dire, tellement elle est émouvante, elle est déchirante. C'est-à-dire que vous les avez vues, ces images, ce sont des familles qui se retrouvent, qui ne se sont pas vues et qui ne peuvent pas qui sont collés les uns aux autres et qui ne peuvent pas se séparer. Tellement l'émotion est puissante. Regardez ces images, c'est la séquence des retrouvailles dans l'hôpital. Vécu ces familles et ces retrouvailles entre sœurs, entre parents, entre des gens qui vont pleurer pendant de longues minutes. Et je vous propose de voir le sujet de Kinson. Après des heures de trajet éprouvants, libres et en bonne santé, les 3 otages sont arrivés à l'hôpital Sheba pour enfin retrouver leur famille. Entre rire et larmes, leur cauchemar est terminé. À Tel Aviv, des milliers de personnes ont suivi sur écran leur libération, qui marque la première étape d'une trêve qui doit durer 6 semaines. J'étais tellement angoissée dans cette attente, avec l'espoir qu'elles reviennent saines et sauves dans les bras de leur mère. Au terme de l'accord, les hostilités doivent cesser et 33 otages israéliens doivent être libérés.
Les autorités israéliennes doivent en échange libérer quelques 1900 Palestiniens. Une trêve fragile, prévient le ministre israélien des Affaires étrangères. Il n'y a pas d'avenir de paix, de stabilité et de sécurité pour les deux parties si le Hamas reste au pouvoir dans la bande de Gaza. Durant la première phase, seront négociées les modalités de la deuxième, qui doit permettre la libération des derniers otages, avant la troisième et dernière étape, consacrée à la reconstruction de Gaza et à la restitution des corps des otages morts en captivité. Bon, la trêve pour le moment, elle est respectée, Vincent ? Oui, paraît-il, ouais. 42 jours. Bon, là, il y a... Deuxième phase, 42 jours. Reconstruction. Tout paraît simple, raconté comme ça. Mais la vérité, elle n'est pas là. Les 2 tiers des immeubles ont été endommagés. Même les champs sont incultivables, il paraît. Emmanuel Macron, je rappelle le tweet qu'il avait fait sur les otages français, puisque nos concitoyens Ofer Calderon et Ohad Yahalomi figurent dans la liste des 33 otages qui doivent être libérés dans la première phase de l'accord de Gaza. Pour le moment, il n'a pas fait de tweet hier, par exemple, sur la libération des otages. Est-ce normal, est-ce pas normal ? Je ne sais pas comment vous l'interprétez. Gérard Carrérou, Elisabeth, il n'y a pas eu de... Oui, il aurait pu se féliciter de la libération de ses premiers otages, mais disons qu'il a fait... Bon. Je dirais qu'il a fait pire. Je veux juste dire que ces images doivent rappeler à tous ceux qui soutiennent la cause palestinienne, mais qui la soutiennent en soutenant le Hamas, que faire cela, c'est pas la guerre, c'est pas la résistance, c'est pas lutter pour la liberté, c'est juste de la barbarie. Et j'ajoute juste à ce qu'a dit Vincent, non seulement les familles vont espérer que la trêve tienne, mais que dans le compte-gouttes, leurs otages arrivent et leurs otages arrivent vivants. Pardon. Ah non, mais je voulais pas vous... Je voulais justement qu'on écoute la famille Calderon, et je pense qu'Audrey Berthaud, qui est avec nous ce matin, régulièrement, ces dernières heures, la famille de Ofer, c'est son cousin que vous avez pu entendre sur l'antenne de CNews. Ce mot liste, pour nous juifs, c'est un mot de sinistre mémoire, et de le prononcer, ça nous fait chevrotter la voix. Il est sur la liste, comme l'a dit M. Macron, mais comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères lui-même, nous ne savons pas dans quel état nous allons le récupérer. S'il est vif ou mort, ces mots sont terribles, mais je préfère les dire, car ils correspondent à la réalité. Quand on est un chef d'État, il y a un dilemme tout à fait important. C'est cette décision qu'on doit prendre. Est-ce qu'on doit libérer des Palestiniens pour récupérer des otages? Et il n'y a qu'un homme qui peut prendre la décision, c'est le chef de l'État. Évidemment, intuitivement, pas qu'intuitivement, d'ailleurs, moi j'ai envie de dire, on libère les otages. Parce que j'ai envie, effectivement, que ces otages retrouvent leur famille, bien sûr. Mais je me souviens de la phrase célèbre de François Mitterrand, la première qualité d'un homme d'État, c'est l'indifférence. Bon. Est-ce que pour un État, et c'est une question que chacun peut se poser, c'est un dilemme terrible d'ailleurs, et je ne souhaiterais vraiment pas être à cette place-là, mais est-ce que on doit libérer 1000 Palestiniens et les remettre en liberté, et qu'ils seront peut-être à l'origine de nouveaux crimes, sans doute? Que doit faire un chef d'État? Quelle politique doit-elle être menée? Bon. C'est un dilemme déchirant, et je crois que la société israélienne vit depuis plus d'1 an avec ce dilemme entre le cœur, l'humanité et la raison d'État. Et que, en fait, bien arrogant serait celui qui viendrait donner une réponse comme ça fixe. La libération de Gilad Shalit, il y avait eu 1070 Palestiniens libérés, parmi lesquels 6 Noirs, l'organisateur et le cerveau du 7 octobre. Je voulais juste dire une chose sur les images qu'on a vues tout à l'heure. En effet, il y a une mise en scène qui est très claire, de dire Nathan Dever. Le Hamas sort gagnant, en fait. Parce qu'on ressort avec nos soldats, nos combattants, nos voitures, et puis on fait tout un mouvement de foule extrêmement barbare, avec 3 otages, une qui a perdu des doigts, une autre qui peine à marcher, qui claudie. Moi, je dirais pas que le Hamas sort gagnant. Je pense pas que ça soit la perception. Et bien justement, si vous voyez les mêmes images prises depuis le ciel, parce qu'il y a eu aussi un drone qui a filmé, vous remarquez que ce mouvement de foule, en fait, était minuscule. Et qu'il y avait très peu de Palestiniens qui étaient là. Autrement dit, que le soutien au Hamas, aujourd'hui, a quasiment, enfin, ça n'a pas disparu, mais a quand même baissé, et qu'il est très possible que la rue de Gaza estime que le Hamas les ont précipités dans une sorte d'apocalypse, et qu'ils aient plus envie de participer à ce genre de mise en scène barbare. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Vincent Hervouette, la liste des otages, on peut la retrouver d'ailleurs, la liste des otages libérés. Je parlais du petit bébé Kfir, effectivement, auquel on peut penser. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vient de dire Nathan. Moi, je ne partage pas son espoir, comme quoi la société palestinienne, ce sera un sujet. Je pense qu'il y a beaucoup d'orphelins à Gaza qui seront d'excellents candidats aux martyrs demain.
Je pense qu'il y a des gangs qui pullulent à Gaza et que face aux gangsters, on préfère encore la tyrannie des islamistes. Je pense que la messe est absolument pas dite, qu'il n'y a aucune issue politique en vue et donc que le Hamas a tout pour prospérer. Quand vous dites qu'il n'y a aucune issue politique en vue... Négociation, il n'y a pas de lumière au fond du tunnel de ce côté-là. On voit pas qui est-ce qui va gouverner Gaza demain ? Même si vous avez éradiqué le Hamas, qu'est-ce qui va gouverner ? Il va y avoir une coalition internationale avec des Palestiniens, avec non, quelque chose comme ça. Le Maroc, l'Arabie Saoudite. Avec une conférence en juin, en théorie, pour organiser. Élodie Huchard. Oui, avec hier, parce qu'on disait qu'Emmanuel Macron, effectivement, n'avait pas tweeté après la libération des otages, mais au même moment, on avait un communiqué disant qu'il s'était entretenu avec Mahmoud Abbas, qui présentait ses condoléances aux victimes civiles à Gaza et qu'il expliquait justement quelle était, selon lui, la sortie de crise, avec une conférence en juin coprésidée par l'Arabie Saoudite pour tenter de trouver une solution politique. Voilà. Je vous l'accorde, on en est loin, mais en tout cas, c'est la seule piste qu'on ait pour l'instant. Abbas, le simple fait de parler de Mahmoud Abbas en l'envisageant comme une sorte d'alternative suffit à démontrer à quel point il n'y a pas d'interlocuteur. Oui. Donc il y a une espèce de... on est vraiment dans le mur. Par ailleurs, sur les otages, il y a quand même deux choses différentes. Il y a ceux qui sont pris en otage par les coupeurs de route, par des terroristes, par des mouvements clandestins. On a connu ça, même s'ils sont instrumentalisés par des États, c'est pas forcément facile à prouver. Et puis il y a les otages d'État. Et alors là, c'est très différent. Oui. Et les otages d'État, c'est Boualem Sansal en Algérie, c'est celui qui est en Azerbaïdjan, celui qui est en Russie, ceux qui sont en Iran. Et ça, c'est très différent, parce que ça, c'est la faiblesse de l'État qui n'arrive pas à faire relâcher ces ressortissants qui ont été pris, jetés aux oubliettes parce qu'ils étaient français, qui est en cause. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Le deuxième grand sujet de l'actualité, je disais que le Candibien vit aujourd'hui son Blue Monday, c'est absolument terrible pour lui, puisque d'abord Trump a été élu, ce qui était déjà une mauvaise chose. On avait annoncé que l'Amérique serait à feu et à sang, qu'il y aurait des manifestations partout. À l'arrivée, il a pris quasiment 20 points dans les sondages et que l'Amérique paraît plutôt apaisée. Alors, avant d'être avec Gérard Carreau, un mot quand même sur la présence française. Parce que comment ça se passe, cette cérémonie d'investiture ? C'est sur invitation et par exemple, Emmanuel Macron n'est pas invité. Mais est-ce que les autres chefs d'État français sous la Ve République étaient invités par le président des États-Unis ? Alors, normalement, ce qui vaut dans ce genre de cérémonie, c'est d'inviter non pas les chefs d'État, mais les ambassadeurs. Sauf que, donc, Emmanuel Macron, certes, n'a pas de carton d'invitation, mais quand on regarde la liste des invités, on trouve Viktor Orban, Giorgia Meloni ou encore Javier Milei, ce qui prouve que c'est véritablement... C'est plutôt des gens qui sont qui partagent les idées de Trump. Mais est-ce qu'il y a eu une présence française à une investiture? Non, normalement, ce sont les ambassadeurs qui représentent l'État. Mais d'habitude, ce sont que des ambassadeurs, ni De Gaulle, ni Pompidou, tout pays confondu, pardon. Donc, alors, la présence française, je disais, il y a les trois droites qui ne se parlent pas. Il n'y a pas d'autres présences françaises, mis à part Sarah Knafo et Éric Zemmour, Louis Alliot du Rassemblement National et Marion Maréchal. Il y a Louis Sarkozy également, mais bon, Louis Sarkozy n'est pas pas encore un homme politique, en tout cas. N'est pas un homme politique classique. Non, effectivement. Et puis ni un homme politique tout court pour le moment. Non. Et du côté du Rassemblement National, il y a eu le questionnement effectivement parce qu'ils auraient pu être présents, Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Ils ont préféré envoyer une délégation, vous le disiez, Louis Alliot et deux autres élus, parce qu'ils estiment que certes, il y a de l'amitié, du respect et une amitié partisane, nous dit-on, au Rassemblement National pour Donald Trump, mais que si on admire son patriotisme, on peut aussi se dire qu'il est fort probable qu'il soit assez brutal avec la France et l'Europe, nous dit le Rassemblement National. D'où la volonté, certes, d'y être, mais d'être représenté et de ne pas envoyer Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Bon, on va voir deux séquences pour commencer. La première séquence, c'est YMCA, qui, je le répète, est une chanson française et qui a été hier dansée par le groupe original. Et puis, il y avait Donald Trump qui était là et c'est une séquence tout à fait étonnante. Alors, YMCA, donc, c'est une chanson d'un producteur français et j'ai retrouvé une archive où YMCA était précisément sur un plateau de Michel Drucker, qui était déjà là lorsque le président Eisenhower était au pouvoir. Et donc, vous allez pouvoir cet extrait, c'est sur les rendez-vous du dimanche. Il y a Demis Rousseau qui est là. Et on va entendre quelques secondes de la fin de YMCA. Et Drucker explique qu'effectivement, c'est une chanson française. YMCA.
Village People, je crois, Demis, vous qui êtes un citoyen du monde, par Mons et par Vaux, c'est une des meilleures disques actuelles dans le monde, vente de disques oui, actuels dans le monde. C'est des gens qui appartiennent à Greenwich Village, de New York, et ils ont le son de la côte Est des États-Unis. C'est le son de disco, parce que le disco music en Amérique, il vient de la côte Est, tout ce qui est Philadelphie et New York. D'ailleurs, ce qu'il faut féliciter, c'est Jacques Morali, qui est français, et que c'est lui qui a produit ces gens-là. Avec M. Bellolo, je crois. Oui, comme il a produit d'ailleurs Patrick Juvet. Exact. Dans le cas de la musique disco, le premier qu'il faut féliciter, c'est les producteurs. Alors, les ayants droit, je peux vous dire que la famille de Jacques Morali et de Henri Bellolo, ils sont contents, parce que c'est eux les ayants droit, c'est eux qui ont produit ça. Et c'est ce que dit Demis Rousseau. Donc Donald Trump, alors c'est sorti en 1978. Je précise que le chanteur est le seul membre du groupe original. J'ai dit tout à l'heure que c'était tout le groupe, il n'y a plus que le chanteur. Mais c'est une chanson gay, G-A-Y, Gérard Carreau. Et donc, je ne sais pas. Vous ne saviez pas que c'était une chanson gay? Non, non, je pensais pas. Non. Au YMCA, il y a tellement de choses qui sont gays ces jours-ci que bon. Oui, non, mais c'est un groupe gay à l'époque qui avait effectivement mis en avant au YMCA. Moi, ce qui me fait rigoler, vraiment là, ce qui me fait rire, c'est que tout Hollywood et tout ce qui était la chanson américaine, pendant la campagne, puisque j'étais là-bas pendant la campagne, tous les soirs, on nous infusait des chanteurs, des chanteuses, des trucs qui venaient tous critiquer Trump et nous dire que Kamala Harris était la reine de la politique, etc. Et je vois que petit à petit, ça ne fait que quelques semaines, peu à peu, il y a des retournements et que ces mêmes gens, maintenant, trouvent beaucoup de charme à Donald Trump. Au Carillon d'Europe 1, vous l'avez compris, il est 9h22 et je vais saluer nos amis qui sont avec nous ce matin. Je ne pensais pas que c'était vous que j'allais voir, pour tout vous dire, Thomas Hill. Je pensais que vous aviez un invité célèbre près de vous. Mais oui, il n'est pas très loin, il va arriver, Gilles Boulos.